Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle chronique qui va vous parler de BD et de romans graphiques, mais tout ça au travers du prisme de l'adaptation. Parce que vous avez sans doute remarqué qu'au cinéma, aujourd'hui, il y a de plus en plus de blockbusters qui prennent la place du box-office et la quasi-totalité, en fait la totalité d'entre eux sont des adaptations de livres, de BD ou de comic book à succès, ce qui a permis au support papier quand même de connaître un nouvel essor et d'attirer un tout nouveau public. Et comme on a, nous, envie de vous aider à briller en société, on va parler de l'adaptation. Et à toi qui te dis que tu pourrais trouver tout ça de manière beaucoup plus approfondie sur Internet, j'ai envie de te répondre que tu as le droit, en fait, tu fais ce que tu veux. Bon, et pour tous les autres, bienvenue dans Prisme. Et pour ce tout premier épisode, on va parler d'un film qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Je parle d'un film que certains qualifieraient de vieux. Tous les jeunes, en fait. Alors que non. Il n'est pas vieux ce film, il est génial. Aujourd'hui, on va vous parler de The Mask. The Mask est une comédie sortie en 1994 et qui a fait naître un tas de vocations depuis sa sortie. Le film, comme certains le savent déjà, raconte l'histoire de Stanley Ipkiss, un gentil loser qui découvre un masque qui va lui conférer des pouvoirs cosmiques phénoménaux. Bref, tout le monde ou presque connaît le film. En tout cas, regardez-le si c'est pas le cas. Non, parce que franchement, c'est un super chouette film et ça serait con de passer à côté. Et peu de gens savent qu'à la base, The Mask est un comic book. Et ça n'a rien à voir en fait. Tout commence en l'an de grâce 1982. Mike Richardson crée avec Mark Badger un personnage appelé sommairement Mask, qui s'adresse au spectateur et qui le fait se questionner sur le style et l'industrie du comics. Et ça, c'était déjà assez novateur. La collaboration ne dure pas car Badger et Richardson ne trouvent pas un terrain d'entente. Quelques années plus tard, on est en 1989, et Richardson s'entoure de John Arcudi, qui a notamment bossé sur Batman et Hellboy, surtout, et d'un illustre inconnu, à l'époque, j'ai nommé Doug Mahnke. Et ensemble, ils créent le personnage du masque tel qu'on va le présenter aujourd'hui. L'histoire du comic book, comme dans le film d'ailleurs, se déroule dans une ville fictive appelée Edge City. On fait aussitôt la connaissance de Stanley Ipkiss, et ouais, dont l'attention est attirée par un masque dans une boutique. Et s'est embrouillé avec sa petite amie Cathy, Stanley décide de lui en faire cadeau. Mais dans la nuit, alors qu'une furieuse envie de pisser l'amène à croiser de nouveau le chemin du masque, notre Stanley Ipkiss décide de le porter et se voit soudain se transformer en un personnage chauve, à la dentition parfaite et aux pouvoirs illimités. Le comic book est édité par la maison Dark Horse, que Richardson a montée en 1986. Et à l'époque, Richardson se spécialise déjà dans l'adaptation de films comme Alien, Robocop ou même Star Wars. Mais il décide aussi de financer des séries originales en laissant les droits aux créateurs. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les géants que sont DC et Marvel détiennent les droits de toutes les séries qu'ils éditent, ce qui fait d'ailleurs grogner pas mal d'auteurs. Et Richardson, lui, a eu la très bonne idée de prendre le travail des auteurs en considération et de leur offrir ce que ses concurrents refusaient de faire. Et The Mask est une de ses créations originales et rencontre directement un grand succès. Autant le dire tout de suite, c'est un comic book jouissif qui tisse un tableau assez noir d'une société américaine qui est très semblable à celle des années post-Reagan. Il faut savoir qu'à cette époque, donc Bush est à la présidence et il néglige la politique intérieure. L'économie entre en récession, le chômage augmente, la sécurité progresse, des émeutes raciales éclatent à Los Angeles, bref, on se croirait en 2016. Et c'est sur cette toile de fond que se déroulent les premiers arcs de The Mask. L'univers sombre et violent, mais aussi l'humour noir, plaît beaucoup à New Line Cinema qui décide alors d'acheter les droits du comics. Mike Richardson, lui, il a du flair et il se place alors tout de suite en coproducteur du film. On est en 91 et en 91, chez New Line Cinema, ça tire un peu la gueule parce que le dernier Freddy a fait un flop total. Et pour un film d'horreur, ça se comprend. Non mais sérieux, on n'est pas censé avoir peur à ce moment-là dans le film Ah ouais. Et ils pensent qu'une adaptation de The Mask va donner un nouveau souffle à la boîte. Ils font donc appel à un réalisateur qui sait allier l'humour au gore, du nom de Chuck Russell, qu'on connaît notamment pour The Blob, Le Roi Scorpion, L'Effaceur, mais aussi surtout Freddy 3, qui avait déjà sauvé la franchise par le passé.
Le film, à sa sortie, connaît un vif succès, propulse Jim Carrey au sommet, mais aussi Cameron Diaz, dont c'est la toute première apparition sur grand écran. Revenons à l'œuvre originale. Dans le comic book, déjà, l'antagoniste principal, du moins au tout début, c'est le Masque lui-même. Il n'y a aucun rapport avec la mythologie nordique ou encore avec Loki. Loki? Non. Loki, qui c'est Loki? J'ai dit non. On a seulement quelques pistes d'origine tribale et encore, les origines du Masque restent assez floues. Ensuite, et c'est déjà beaucoup plus intéressant, il y a plusieurs porteurs. Stanley Ipkiss n'est que le premier de la série et franchement, de tous, c'est le moins approfondi. L'histoire du comic book est assez surprenante et le ton est beaucoup plus sombre que dans le film. Par exemple, le premier réflexe des porteurs pour éprouver leur nouveau pouvoir, c'est de se flageller ou de s'arracher le visage, de se défenestrer ou même de se tirer une balle dans la main. Le Masque désinhibe et retire toute limite, mais de manière différente selon chaque porteur. Par exemple, quand c'est Ipkiss qui porte le Masque, il se met à dézinguer du flic au lance-flammes. Mais quand c'est le flic, Calloway, on est tout de suite beaucoup plus proche d'un cartoon, mais ultra violent. Par contre, tous ont un point commun, c'est cette tête énorme et ce sourire démoniaque qui permet à la police de lui trouver son surnom, Big Ed. Dans le comic book, le sang éclabousse littéralement les pages, sort des cases et le personnage de Big Ed devient absolument incontrôlable. Il s'adresse au lecteur et se libère des codes du comic book tout en s'en moquant, en perçant le quatrième mur. On est parfois carrément dans un trip sous acide avec des couleurs hyper saturées. La violence est certes présente dans le film, mais détournée par les codes du cartoon à la Tex Avery. L'important pour Richardson, en fait, c'était de cibler un public plus jeune et beaucoup plus large. On garde quand même un ton assez sombre grâce à la patte du réalisateur, Chuck Russell, qui s'inspire des codes du fantastique, mais aussi du film d'horreur qu'il connaît très bien, et ce, seulement pendant les interventions du Masque. Je rappelle que ce film est une comédie familiale. Autre thème abordé, celui du super-héros. Dans le film, s'il y a d'abord cette envie de devenir une personnalité protectrice et morale, et je vais devenir le protecteur des innocents, le défenseur de la paix mondiale. Le héros est rattrapé très vite par ses désirs personnels. Mais avant toute chose... Jim Carrey ne devient véritablement un héros que lorsqu'il est dépossédé du Masque. Et c'est là que le film nous apporte une vraie morale sur le regard de l'autre et comment trouver sa place en tant qu'homme et blablabla, que le courage est inhérent à la confiance en soi. Bon bref, une morale bien manichéenne et hollywoodienne qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les films de super-héros estampillés Disney. Alors que dans le comic book, on est carrément à l'opposé. La morale, elle est quasi inexistante. Tous les porteurs finissent par succomber à la volonté du Masque. Enfin, sauf un. Ou plutôt une. Si dans le film, le personnage féminin est porté par la plastique de Cameron Diaz et ne reste malheureusement qu'à faire valoir, dans le comic book, le personnage de Katy, qui est la petite amie de Stanley Ipkiss, elle apporte une dimension beaucoup plus intéressante. Elle nous permet de prendre du recul sur l'ensemble des personnages et elle met en évidence leur inconscience, leur individualisme. Parce que dès le début de l'histoire, elle se place comme la voix de la sagesse et c'est grâce à elle qu'Edge City se débarrassera finalement du Masque. Ou pas. On pourrait même dire que Katy, finalement, représente le regard de l'auteur qui mène la réflexion suivante: que ferait une personne lambda à qui on offre tous les pouvoirs? La réponse donnée dans le comic book va à l'encontre des DC et Marvel parce qu'elle est empreinte de cynisme et elle remet en question la place du super-héros et la crédibilité qu'il a dans la société qui est loin d'être optimiste. Tout ça pour dire que les premiers arcs de The Mask sous la houlette de Mankey et Arcudis sont très, mais vraiment très plaisants. Déjà parce que ça permet de voir à quel point l'œuvre originale est différente du film et surtout ça permet d'apprécier sa vraie qualité. Et c'est génial de voir l'évolution du trait de Mankey qui se fait de plus en plus plaisir dans les détails et dans la folie du personnage. Tous les comics pré-film sont à lire absolument, rien que pour le bonheur jouissif que la lecture procure. Et ouais, j'ai dit lecture. Mais voilà, à chaque adaptation, il y a toujours le fameux débat entre ceux qui jugent que l'œuvre adaptée trahit l'œuvre dont elle s'inspire et ceux qui jugent qu'un simple copier-coller suffit pas. Et là où The Mask tombe pas dans le piège, c'est qu'il y a un vrai parti pris. Je le répète, mais The Mask est vraiment un très bon film, dans la mesure où les choix esthétiques et de mise en scène sont vraiment pertinents. Le pari pour l'équipe artistique était de mêler un univers sombre et violent, un personnage comique et burlesque. Et là, on remercie encore Jim Carrey.
Et dans l'adaptation, c'est ce qui est pour nous le plus important, parce qu'on a ici une vraie prise de risque de la part des auteurs, mais aussi de New Line, qui s'éloigne du comics volontairement, et pour qui l'échec du film aurait signifié la clé sous la porte. Et c'est une attitude qui devient malheureusement de plus en plus rare aujourd'hui dans un cinéma américain qui ne met en avant que des blockbusters vus et revus et très souvent sans âme. Mais si l'on doit remercier quelqu'un pour cette belle prise de risque, c'est quand même Richardson. Même si au fond, la volonté était de renouveler son lectorat. Et ça, il l'a plutôt réussi. Mais bon, voilà, avec The Mask, Richardson, il a vu une opportunité, il a voulu épuiser le filon. Et on peut dire que là, tout est parti en couille. Merde. Après l'adaptation du comic book en film, il a adapté le film en un autre comic book complètement différent, pour ensuite adapter l'adaptation de l'adaptation en dessin animé. Jamais vu un sourire comme ça, j'ai la super classe, on me résiste pas. Qu'ils ont adapté en jeu vidéo. Alors, le dessin animé et le jeu vidéo sont de piètre qualité, mais restent quand même assez fidèles à l'univers cartoon du film. Mais là où il a vraiment dépassé les bornes, et là où je t'en veux, moi Richardson, c'est d'avoir fait la suite du Masque. Chérie, et si on passait à la vitesse supérieure? Ceinture, babe! Qui est une sombre merde. Mais heureusement, à côté de ça, il a laissé le comic book de base continuer et on a quand même eu droit à de très belles choses comme le crossover Masque-Lobo qui reprend l'équipe de base, mais aussi Joker Mask qui est une excellente surprise. Pour conclure, on peut dire qu'aujourd'hui, les adaptations proposent des cas de figure très différents et c'est pour ça que pour nous, il était important de parler de Dark Horse en prenant l'exemple du film The Mask. Parce que Dark Horse représente ce dilemme que pose l'adaptation cinématographique qui est de s'adapter à une époque et à un public, quitte à délaisser et à dénaturer les films précédents et les œuvres originales dont ils s'inspirent. Mais ça n'empêche quand même qu'on peut avoir des exceptions, des films qui deviennent de véritables hommages. Et là, ça fait du bien.